Lelouch aura souffert d'une gloire venue trop tôt et partout célébrée. Son film, Un homme, une femme, excitait bêtement les jaloux qui jamais ne lui pardonneront un tel succès. Il a pourtant embelli 1000 sillons qui honorent le cinéma et agacent encore les frileux. Un homme d'image, mais aussi de parole. Nous sommes souvent revus, mais cette conversation est ancienne, 1982. Claude Lelouch, profession réalisateur et producteur de courts-métrages et de longs-métrages, âge 44 ans, signe particulier, toujours inquiet et encore enthousiaste, et peut-être un signe évident et supplémentaire, de plus en plus amoureux du cinéma, ou de moins en moins amoureux du cinéma, je ne sais plus. Non, je crois que ça se mesure pas à ce niveau-là. Il n'y a plus d'étalons qui puissent mesurer. Pourquoi c'est arrivé ? Non, c'est pas arrivé, mais l'amour a changé, c'est pas le même. C'est pas le même. L'amour change avec les années, il devient peut-être meilleur ou peut-être moins bien, mais enfin c'est pas le même. En tous les cas, l'amour est là, il est là avec avec sa fidélité, puisque derrière l'amour, le vrai amour, il y a surtout la fidélité qui doit jouer un rôle important. Mais c'est pas le même. Je veux dire que l'amour du cinéma que j'avais au moment où j'ai fait Un homme et une femme, ou même Une fille et des fusils, ou si je remonte encore dans le temps, en 1960 avec Le propre de l'homme, et celui que j'ai aujourd'hui, il est tout à fait différent. C'est-à-dire que j'ai appris entre-temps des choses, et que ces choses m'ont un petit peu perturbé, elles ont un peu brisé certaines choses, certains élans, et donc si vous, je me mets à réfléchir un peu plus qu'avant, et je ne sais pas si c'est bien. Je ne suis pas capable de vous dire si ça c'est bien. Donc c'est un amour un peu moins fou, plus raisonné, plus serein, et on comprend peut-être bien ce qui a pu se passer, parce que quand même il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de courts-métrages, il y a beaucoup même de séquences de publicité qu'on ne peut pas oublier dans votre œuvre. Ah oui, non, ça fait des kilomètres et des kilomètres de pellicules, je ne sais même pas d'ailleurs ce que ça pourrait faire, mais entre 24 longs-métrages, disons une vingtaine de courts-métrages, 130 scopitones, une cinquantaine de films publicitaires, ça fait de la pellicule. Oui. Et puis 1966... un Grand Prix à Cannes, Un homme et une femme, et puis 1981, Les uns et les autres, un Grand Prix du côté du public. Et c'est là peut-être que l'on pourrait s'interroger, c'est là que commence ce que je ne voudrais pas appeler votre côté aigri, mais peut-être votre côté désenchanté. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que le succès des uns et des autres est tel que si derrière un succès comme ça, il y avait une part pour le désenchantement, alors là, le bon Dieu me punirait tout de suite. Non. Enfin, Claude Lelouch, tout de suite une constatation, et nous n'y reviendrons plus. Il y a cette terrible ambiguïté, il y a, disons, cette contradiction, je ne sais plus quel mot exact employé, ou alors plutôt cette fosse profonde qui divise le public et le critique. Et en tout cas pour ce qui vous concerne. Et ce malentendu est encore d'aujourd'hui. Bon, moi je vais vous donner un exemple personnel. J'ai vu ce qu'on en a pu écrire sur les uns et les autres. Et je suis allé voir ce film dans une salle, comme n'importe quel autre spectateur. J'ai été frappé parce que on a applaudi. Je me suis dit, c'était peut-être un soir privilégié. Je suis revenu un autre soir, 8 jours plus tard. Et les spectateurs, qui n'étaient plus les mêmes, ont encore applaudi. Et je sais ce que certains critiques ont écrit. Alors, justement, pourquoi cette différence? Pourquoi ce malentendu? Si vous aviez échoué dès le départ, vous auriez été un grand cinéaste. Je sais pas, vous savez, c'est pas à moi de répondre. À partir du moment où on a des mauvaises critiques... Enfin, vous avez déjà répondu d'ailleurs tout à l'heure, lorsque vous avez dit que vous aviez un amour moins fou. Oui, non, je veux dire par là que quand j'ai fait mon premier film, c'est à ce moment-là que j'aurais eu besoin des critiques. Et à ce premier film, ils n'étaient pas là. Non seulement ils n'étaient pas là, mais ils étaient même violemment contre mon premier film. Et je me souviens même d'un critique qui avait écrit « Comment peut-on confier une caméra à cet individu ?» Bien. Donc ça voulait dire qu'au départ, les critiques, qui sont soi-disant des spécialistes, me rayaient de la carte du cinéma. Et ils me laissaient même pas une deuxième chance, puisque si on ressortait les critiques de mon premier film, il fallait vraiment être fou comme je l'étais pour pouvoir tenter un deuxième film, un troisième, un quatrième. Bien, même au moment du succès de la Palme d'Or avec Un homme et une femme, même au moment des Oscars, je veux dire, je crois que j'ai sûrement été un des cinéastes français les plus récompensés dans le monde. Je crois qu'il a eu tous les prix, celui-là. Et puis, même par la suite, je crois. Bon, alors si on fait la liste de toutes ces récompenses, elles ont été données par des gens qui normalement devaient connaître le cinéma, puisqu'on les avait choisis pour donner des récompenses. Donc effectivement, il y a quelque chose que mon analyse personnelle n'arrive pas à faire.
Cela dit, je crois que mes films sont pas aussi mauvais que les critiques le disent. Voilà, c'est tout. C'est la seule conclusion à laquelle je puisse arriver. Mais Claude Lelouch, je m'aperçois quand même qu'à un certain moment, vous avez été brisé. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Non, parce que blessé, disons. Alors, d'abord, je vous fais une confidence. D'abord, vous continuez. Non, d'abord, je vous fais une confidence. J'ai pas lu une critique concernant mes films depuis Le Voyou. Oui, mais on vous l'a dit. On me l'a dit. Et vous avez entendu la rumeur. Et j'ai entendu la rumeur. Mais j'ai entendu aussi. Que de la mauvaise musique. Mais j'ai entendu aussi la merveilleuse rumeur du public, oui, qui va voir mes films plusieurs fois, et surtout en ce qui concerne les uns et les autres. Les uns et les autres est en train aujourd'hui de battre tous les records de recettes à travers le monde d'un homme et une femme, ce qui était pour moi quelque chose d'absolument inenvisageable. J'étais persuadé d'avoir assisté une fois dans ma vie à un miracle, et je ne pensais pas que ce miracle se reproduirait. Alors, c'est vrai que dès que j'arrive quelque part, dès que je tombe sur un journaliste, un bon, un mauvais, et la première question qu'il me pose, c'est celle que vous m'avez posée, et il me dit « Pourquoi la critique n'aime pas vos films ?» Alors, donc, si tous les journalistes me posent cette question, ça commence à me rassurer. Ça veut dire qu'il y a un problème entre moi et la critique qui n'a plus rien à voir avec le cinéma, puisque c'est la première question qu'on me pose à travers le monde. Dès que j'arrive, c'est la toute première question. Et si on ne vous la posait pas, ça vous étonnerait ? Si on ne me la posait pas, ça voudrait dire que d'avoir des mauvaises critiques, c'est tout à fait normal, et ça veut dire que mes films méritent une mauvaise critique. Mais si on me pose cette question-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose de pas sain, et que cette chose qui est pas saine a l'air plutôt d'être à mon avantage. Alors pour quelle raison le public applaudit à chaque séance des uns et des autres ? Ça, alors, je ne le sais pas, parce que si je le savais, je serais un manipulateur, un spéculateur, et ce que me reprochent d'ailleurs mes ennemis. Très honnêtement, je crois que si le public m'applaudit, c'est parce que je me reconnais dans le public. J'ai jamais cessé d'être le public. Je veux dire que j'ai commencé à découvrir le cinéma comme spectateur. J'ai été d'abord un spectateur, j'ai passé ma vie dans des salles de cinéma, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je savais même pas quand j'allais voir les premiers films qu'il y avait derrière les dialogues des dialoguistes, derrière la mise en scène des metteurs en scène. Je croyais que les acteurs inventaient eux-mêmes leurs textes, je pensais que c'était de vrais héros et je les assimilais totalement. Donc c'est vous dire le spectateur naïf que j'ai pu être. J'ai marché à 100% au cinéma. Et lorsque j'ai décidé de faire ce métier, c'est tout simplement parce qu'il y avait des films que j'avais envie de voir que je trouvais pas. Je disais, tiens, j'aimerais voir un film comme ça. Alors, j'avais tout vu. J'avais vu tous les films 2 fois, 3 fois. J'ouvrais le journal. Je pouvais pas trouver un film puisque je voyais en moyenne 2 à 3 films par jour. Donc, à cette vitesse. Vous continuez à aller voir à cette cadence ? Ah oui, je vois toujours un film par jour. Ça reste toujours mon plaisir principal en dehors de mon travail. Alors, donc, si vous voulez, j'avais des bases de spectateurs. J'ai su ce qui faisait rire, pleurer les spectateurs. J'ai marché au truc des spectateurs. J'ai marché aux grosses ficelles. J'ai marché aux grands sentiments. Et j'ai toujours été, si vous voulez, très très près du spectateur. Vous alliez au Cinoche ? J'allais au Cinoche. Et le jour où j'ai commencé à faire ce métier, j'ai jamais oublié les gens qui étaient à côté de moi dans la salle et les motivations qui les poussaient dans ces salles. Donc, si vous voulez, j'ai commencé d'abord par aimer des mauvais films avant d'aimer des bons films. Et il ne faut pas que je renie mes sources. Quels sont les mauvais films ? Les mauvais films, puisqu'ils m'ont donné du plaisir, je ne vais pas les citer. Je veux dire, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je les revoyais, et quand je les revois, je suis atterré d'avoir pu m'exalter, m'enthousiasmer sur ces films-là. Mais au départ, ma culture cinématographique, elle était zéro. Elle était au niveau zéro. Et le jour où j'ai commencé à faire ce métier, je n'avais aucune culture cinématographique. J'ai appris mon métier en le faisant, puisque aucune école ne voulait de moi. Moi, j'ai bien essayé. Mais pour quelle raison ? Parce que je n'avais pas une culture secondaire suffisante. Est-ce que vous aviez votre certificat d'études ? Non, je suis allé jusqu'au baccalauréat, et puis c'est tout. Mais j'ai essayé de rentrer à l'IDEC, on m'a rejeté. J'ai essayé de rentrer dans d'autres écoles de cinéma, on m'a rejeté. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, je fais du cinéma. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai inventé moi-même mon propre système D cinématographique pour pouvoir arriver à faire avec des bouts de ficelle du cinéma. Et donc j'ai découvert, la seule porte qui était ouverte devant moi, c'était le cinéma d'amateur. Là où les cinéastes amateurs m'ont accueilli tout de suite, bras ouverts. J'ai même ramassé tout de suite des prix dans les festivals amateurs. Et c'est comme ça que j'ai pu voir le jour dans le cinéma. Alors, il est probable que les critiques qui n'ont pas oublié mes premiers films, et c'est vrai qu'ils étaient très mauvais, mes premiers films, c'est vrai, ne m'ont jamais pardonné ces premiers films et m'ont tout de suite mis dans un cran, dans une catégorie. Et ils ont décidé que j'allais y rester toute ma vie.
et que je ne pourrais pas m'améliorer, que je ne pourrais pas faire un homme et une femme et tout ce qui a suivi. Bien. Alors peut-être qu'il y a une explication de ce côté-là qui vient de mes erreurs de départ, peut-être du fait que je suis parti trop tôt, peut-être que je suis parti sans un bagage cinématographique. J'essaie de leur trouver des excuses. Hein. Mais Claude Lelouch, si vous avez été refusé un peu partout au départ, c'est que peut-être il y avait également des raisons et des bonnes raisons et qu'elles venaient et que vous en étiez le responsable, vous n'étiez pas tout à fait innocent et c'était peut-être seulement la personnalité. Parce que c'est vrai, vous êtes un peu énervant, hein. Vous faites du cinéma et vous prenez la caméra, ensuite vous devenez réalisateur, ensuite parce que ça marche, vous devenez producteur, ensuite vous installez un petit empire, puis on ne sait pas du tout où vous allez et vous travaillez d'une manière tout à fait indépendante. Oui, vous n'êtes pas dans un carcan. Je suis un cumulard. Oui, un cumulard. Mais je suis un cumulard comme le sont les cinéastes amateurs. Je veux dire, un cinéaste amateur. On n'est plus tout à fait amateur aujourd'hui. Non, plus maintenant. Mais j'ai pas renié encore une fois mes origines. J'ai pas renié mes origines. Je veux dire, quand j'ai découvert les bonheurs d'être caméraman, j'ai voulu continuer à être caméraman. J'ai découvert la mise en scène par le plus grand des hasards. J'ai d'abord été caméraman d'actualité. Je voulais être qu'un caméraman d'actualité. C'est plus tard à l'armée que j'ai découvert que j'avais une passion pour diriger les comédiens, mais moi je n'envisageais jamais de faire de la mise en scène. Je voulais être un caméraman d'actualité, je rêvais de travailler pour la télévision, pour les actualités, je rêvais de parcourir le monde avec ma caméra sur l'épaule. C'était ma seule et unique ambition. Et il a fallu que j'aille à l'armée, au service cinéma des armées, qu'un jour on me dise, voilà, il y a un film à faire sur des mécaniciens de l'armée de l'air. Et d'un seul coup, on m'a donné une caméra professionnelle, on m'a donné des techniciens professionnels. Ça, c'est le destin qui m'a, ce jour-là, accompagné dans cette démarche. Et on m'a donné, comme acteurs, des militaires, qui étaient tous sauf des acteurs. Des gars qui ne savaient ni marcher, ni parler, qui ne savaient pas se tenir devant une caméra. Et mystérieusement, j'ai su leur dire ce qu'il fallait pour qu'ils soient moins mauvais. Et j'ai découvert la direction d'acteur. Et c'est comme ça que j'ai découvert la mise en scène. Mais avec tout ce que vous savez, avec tout ce qui a été dit de beau et de moins beau, vous referiez le même parcours si c'était à refaire? Ben oui, parce que c'est un vrai parcours de combattant. Je veux dire que là, je fais le grand parcours. J'étais obligé de faire le grand parcours. Je suis obligé de passer. J'ai à aucun moment pu prendre de raccourci. La culture, c'est un raccourci fantastique. Je veux dire, c'est une tricherie quelque part, car on vous donne tout de suite l'expérience des autres pour gagner 2 ans, 3 ans, pour faire moins de bêtises, pour pas vous planter tout de suite. Bon. Tandis que vous avez pu avoir la chance d'être maladroit. Tandis que moi, j'ai eu peut-être la chance d'être maladroit et je me suis pris tous les accidents dans la vue. Enfin, je veux dire, mon premier film a été un échec financier sans précédent. Je me suis retrouvé en faillite à l'âge de 20 ans. Enfin, j'ai connu ce que c'était que la faillite, j'ai connu les banques, j'ai connu les huissiers, j'ai tout... Bon, il se trouve que j'ai sûrement une bonne santé et que je cicatrise très vite. Voilà, je crois que c'est ma seule et unique qualité. Mais ce qui m'ennuie un peu, Claude Lelouch, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire cet enthousiasme un peu moins fort que vous avez aujourd'hui, cet amour un peu moins passionné que vous avez pour le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, moi aussi, j'ai... Vous êtes installé alors cette fois-ci? Non, j'ai pris de la culture. Cette saloperie, qui est en fait une vraie maladie au bonheur. Plus on sait de choses et moins on est heureux. Je veux dire que je suis beaucoup moins heureux aujourd'hui que je ne l'étais il y a 15-20 ans quand je ne savais rien des gens et des choses et que je recevais les choses instinctivement. Un type me disait oui, je croyais qu'il disait oui. Une femme me disait je t'aime et je croyais qu'elle m'aimait. Aujourd'hui, si on me dit je t'aime, je me méfie. Je dis est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce je t'aime? Bon, et puis donc si vous voulez, à partir du moment où j'ai compris que je vivais dans un monde qui était essentiellement basé sur le pouvoir et la rentabilité, la méfiance s'est installée. Bon, je veux dire que toutes les informations de culture qui sont arrivées dans ma tête ont petit à petit détruit ce bonheur facile que j'avais parce que je croyais effectivement que on vivait dans un monde d'amour, de fraternité et je l'ai cru vraiment. Et aujourd'hui, Claude Lelouch, on vous a condamné à vous surveiller, c'est-à-dire que vous êtes peut-être comme tous les autres, vous ne dites plus les choses en face, peut-être que vous jouez comme certains autres dès l'âge, parce que lorsqu'on dit les choses en face, vraiment on peut faire mal, alors qu'on a dit la vérité. Et ceux qui se taisent, toujours en face, ont parfois raison. Oui, mais j'ai jamais pris de plaisir à faire du mal aux gens. Même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à un salaud qu'il est un salaud. J'évite de le fréquenter. Je veux dire, je refuse le combat, je refuse de l'affronter, mais je ne peux pas faire du mal aux gens. J'ai basé mon cinéma sur les grands sentiments. Parce que les grands sentiments, je sais qu'on ne peut pas tricher avec. Et sur les histoires simples. La vie, des gens qui se rencontrent. Oui, mais les grands sentiments, ça amène forcément des histoires simples. Or, qu'est-ce que c'est qu'un grand sentiment? C'est un sentiment qui, dans sa phase finale, vous fait rire ou vous fait pleurer. Voilà. Et quand vous riez, quand vous pleurez, d'un seul coup, vous êtes en présence de la vérité. C'est très difficile de faire semblant de rire, c'est très difficile de faire semblant de pleurer. Mais entre le rire et les larmes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les trucages de la vie. Et nous sommes dans un monde de gens qui truquent, qui font semblant d'être intelligents, d'avoir du talent, d'avoir des idées. Et c'est très facile de faire semblant, mais c'est très difficile. C'est pour ça que je me suis déchaîné sur l'élément comique de ce métier, donc les éléments
drôle, à base d'humour, ou les éléments tragiques, ce qui fait effectivement que je me trouve en présence de grands sentiments et de grandes histoires. Là, je prépare un film qui va être le plus grand mélo de l'histoire des mélos, c'est la vie d'Édith Piaf et de Marcel Cerdan. Bon, on ne peut pas trouver plus, mais quelle chance que ce soit une histoire vraie. Sinon, on m'aurait encore accusé dès le départ de toutes les tares, voyez. Et là, je me trouve en présence justement de l'histoire type, de l'histoire d'amour dans toute sa perfection. Je crois même d'ailleurs que derrière ce film, j'aurais plus le courage de raconter une histoire d'amour. Ça va être ma dernière histoire d'amour. Mais c'est pas une histoire d'amour, c'est un film sur les superstitions, sur la présence de Dieu et sur une attitude qu'avait Piaf et dont je me sens très près. Je me sens très très près de Piaf dans les réactions, dans le fonctionnement, dans les enthousiasmes, dans les erreurs. C'est pour ça que j'ai fait ce film. Mais si vous analysez donc la vie de cette femme et de cet homme qui sont partis de rien, du niveau zéro de la culture et qui sont arrivés au plus haut sommet, vous apercevez qu'ils ont fait le grand parcours, qu'ils ont pris des coups de tous les côtés. Et quand je dis des coups, c'est au figuré et au propre. Et c'est pour ça que leur histoire me plaît et que j'espère avec ce film, qui est le super mélo, le plus grand mélo qu'on puisse imaginer, non pas m'expliquer au travers, mais faire comprendre ce qu'est la vérité. Il y a aussi là deux grandes amours. D'un côté Piaf, bon c'est le personnage, mais c'est la chanson que vous aimez. Et puis de l'autre côté Cerdan, bon c'est le héros, mais c'est aussi la boxe et que vous aimez. Mais oui, alors justement, faisons un flashback et revenons à l'époque de Cerdan et Piaf. Moi, j'étais un petit enfant à l'époque. C'était le même qui allait au cinéma et qui s'enthousiasmait sur ce qui se passait sur l'écran. Mon héros, c'était Cerdan. C'était pour moi Superman, c'était King Kong, c'était le héros de l'époque. Bon. Et il se trouvait qu'à la maison, à chaque fois qu'on parlait d'amour, quand on a commencé à parler de l'amour, on censurait à la maison. On me faisait sortir de la pièce, on me demandait d'aller me coucher. Et la première fois que j'ai entendu parler d'amour, c'est au travers des disques de Piaf qu'on ne coupait pas. Je veux dire, la première fois que j'ai eu un contact avec l'amour, c'est au travers des chansons de Piaf qui en parlaient divinement. Et chez moi, on ne trouvait pas ça sale. Mais chez moi, au départ, quand on parlait de l'amour, on trouvait ça assez moche. Alors donc, ça a été vraiment ma première passion, ça a été Piaf, sur le plan musical. Vraiment, j'ai eu une passion pour cette femme totale, ce qui fait que toute sa vie durant, j'ai été à l'écoute de ce qui lui arrivait. Et j'avais une fascination totale pour Cerdan parce qu'il défiait la terre entière, il défiait les Américains, il défiait la force, et qu'il représentait pour moi une certaine virilité qu'il y a chez un gosse de 10-12 ans. Bien. Et puis un jour, par un potin d'école, j'apprends qu'ils sont ensemble. Et je dis, mais c'est normal, puisque je les aime tous les deux, c'est normal qu'ils s'adorent. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre l'histoire de Piaf et de Cerdan comme ma propre histoire. Le jour de la mort de Cerdan, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai été dans un état épouvantable. J'ai été vraiment bouleversé. C'est vrai que c'est un mélo, parce qu'il y a toute l'enfance de Piaf, et puis il y a la mort de Cerdan. Et il y a la mort de Cerdan, et s'il n'y avait que ça. Oui, et puis il y a tout le reste. Et il y a tout le reste. C'est absolument quelque chose d'absolument incroyable. Toute la vie de Piaf et toute la vie de Cerdan. Oui, et puis ce qu'on ne sait pas, c'est que Piaf est une femme qui a acheté sa vie. Quand je dis qu'elle l'a acheté, elle l'a négocié avec Dieu. Je veux dire que c'était une femme qui vivait que de superstitions. Elle a acheté le championnat du monde de Cerdan, par exemple, à 8 heures du soir en allant au championnat du monde. Elle s'est arrêtée dans la rue, elle a dit au chauffeur de taxi, arrêtez-moi dans une église. Bon, les églises étaient fermées, il y avait une synagogue. Elle est rentrée dans une synagogue, elle est allée prier. Bon, pour elle, la maison de Dieu, ça pouvait être n'importe où. Et elle a passé un accord en lui disant, voilà, mon Dieu, parce qu'elle le tutoyait, ce soir, il y a Marcel qui boxe, je voudrais vraiment qu'il devienne champion du monde. Je suis prêt en échange à avoir qu'un an de bonheur avec lui. Bon. Eh bien, c'est vrai que Cerdan est mort 13 mois après. Mais si on reprend la vie de Piaf, tout était fait comme ça. Je veux dire que ses amours, elle les traitait, elle les achetait. Elle savait que la vie était une monnaie d'échange. Elle avait très vite compris qu'on n'avait rien de gratuit. Et ce qu'il y a de formidable dans la vie de Piaf, et que je vais essayer de montrer, c'est qu'elle a tout de suite compris qu'il y avait une négociation entre ce qu'elle ne connaissait pas et ce qu'elle connaissait. Car elle appelait ça Dieu, les superstitions, la parapsychologie. Elle ne savait pas exactement le mysticisme, mais elle savait que ça existait et que c'était une chose importante. Par exemple, la petite sœur Sainte Thérèse, qui lui a permis de recouvrer la vue à l'âge de 3 ans, elle l'a vénérée toute sa vie. Et elle avait dit d'ailleurs, si Cerdan gagne, je te l'amènerai à Lisieux et je te le présenterai. Et la première chose qu'elle a fait quand Cerdan est revenu, elle l'a trimballé à Lisieux, avant que Cerdan puisse aller voir le président de la République. Et elle lui a parlé, elle lui a présenté Cerdan comme on présente l'homme de sa vie à son père et à sa mère, et non pas à un dieu. Bon, donc il y a eu une négociation, et c'est ça qui me fascine, c'est là-dessus que je vais mettre l'accent du film, c'est que tout ce qui est Piaf disait, si je gagne de l'argent, si le bon Dieu me fait gagner de l'argent, c'est parce qu'il sait très bien que je le claque. Hein, bon, et tout était comme ça. Et elle savait très bien, et elle a acheté son bonheur, elle l'a acheté très très cher. Mais vous l'avez connu, Piaf, vous? Et oui, je l'ai connu dans les tout derniers moments grâce à Francis Lay,
puisque Francis Lay a été son dernier musicien, ou enfin presque. Et je l'ai connu, donc moi je l'ai surtout connu sur le plan mythologique. Je veux dire, Cerdan, Piaf, pour moi, ça a été une mythologie. Et puis, en finale, j'ai vu cette mythologie de près. Bon, je pensais pas à faire ce film, donc il y a une somme de coïncidences qui a fait que j'ai décidé maintenant de me lancer dans cette aventure. Mais ce qui m'a fait me lancer dans cette aventure, c'est pas tellement ce qui leur est arrivé, mais c'est la façon dont les choses leur sont arrivées. Alors, Claude Lelouch, vous le racontez remarquablement, c'est une histoire belle, c'est le mélo total, mais plus que le mélo. C'est plus que ça. C'est la vérité. C'est l'invention du mélo. Mais alors, comment donner justement la projection? Parce que Piaf, ce sera qui? Cerdan, ce sera qui? Qui chantera? Bon, alors évidemment, là, il s'agit maintenant d'utiliser, si vous voulez, les possibilités infinies du cinéma. Et quand je dis les possibilités infinies du cinéma, d'abord, je vais démarquer Piaf. Je vais la démarquer complètement et je veux surtout pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire que je vais prendre au départ une actrice qui s'appelle Evelyn Bouyx, qui est très près de Piaf, dans son comportement journalier, dans ses réactions, dans ses enthousiasmes. Bon, je veux dire, elle est déjà très très près de Piaf. Je prends Patrick Devers pour faire Cerdan parce que c'est un homme qui aime la boxe, qui a boxé, qui est monté sur un ring, qui a boxé au Palais des Sports, qui a affronté la peur, qui sait de quoi il parle et qui physiquement est le portrait de Cerdan. Je parle même pas de son système pileux qui est tout à fait celui de Cerdan. Et donc, si vous voulez, j'aurais jamais démarré ce film si j'avais pas Cerdan et si j'avais pas Piaf. Bon, pour moi, donc, j'ai Piaf et Cerdan et ça a été le déclic qui fait que je me suis lancé dans cette affaire. Mais en même temps, je vais les démarquer complètement. Je vais les démarquer complètement en ce sens que je veux pas faire une caricature, je veux pas faire de l'imitation. On va vraiment raconter leur histoire, leur vie avec des gens qui sont très très près d'eux, mais qui vont pas essayer de les imiter. Ce qui va donner il y aura la voix de Piaf, la vraie voix de Piaf. Non, il n'y aura pas la vraie voix de Piaf. Non, je dis la chanson. Oui, non. On va tout réenregistrer. Démarquer complet. On va tout démarquer avec une voix qui ressemble à celle de Piaf. Vous trahissez un peu, là. Non, je trahis pas, au contraire, je suis fidèle, parce que c'est impossible aujourd'hui de reprendre les enregistrements de Piaf et de les mettre sur la voix de quelqu'un. Alors là, évidemment, c'est toute une construction et un travail qu'on est en train de mettre au point et qui ne prendra sa justification que dans son résultat final. Mais je crois qu'il serait totalement insupportable de tricher pendant 2 heures. Il vous faut une voix, en tout cas. Il me faut une voix, je l'ai pas trouvée. Mais j'en ai 3 pour l'instant. J'en ai 3 qui sont près de Piaf et en même temps qui sonnent comme il faut que ça sonne en 1980. Il faut pas oublier qu'il faut raconter cette histoire à des gens qui vivent en 1981. Et que si je me servais de Piaf à l'époque de 1949, elle serait démodée et elle serait à la limite presque pas supportable aujourd'hui. Donc il s'agit de replacer tout ça dans le contexte pour raconter cette histoire à des gens qui vivent en 1980 et qui ont des réflexes de 1980. 82, excusez-moi. Alors là, vous avez au départ un acte d'amour, c'est-à-dire la passion que vous avez et pour Piaf et pour Cerdan, donc un vrai coup de cœur. Et puis également, l'autre coup qui est le coup Lelouch. C'est-à-dire que là, vous êtes à tous les coups gagnant. Ah non, il y a un risque énorme. Il y a un risque énorme sur tous les choix que je vais faire. S'il n'y avait pas de risque, je ne le ferais même pas d'ailleurs. Vous avez toujours... Remarquez, il y a Godard et vous, du côté du risque. Les 2 culottés du cinéma. Non, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui font moins bien leur publicité. Mais il y en a d'autres qui prennent des risques. Je veux dire que tous ceux qui font ce métier... Vous la faites bien, votre publicité ? Malgré moi, inconsciemment. Non, oui. C'est-à-dire, vous dites les choses. Inconsciemment, je crois que... Non, inconsciemment, je ne sais pas que je fais de la publicité. Je fais de la publicité malgré moi, comme un autre faisait... La pro sans le savoir. Voilà. Mais je crois que je fais de la publicité de cette façon-là. J'ai jamais su que je faisais de la publicité. Mais c'est vrai que quand vous me donnez un micro, j'ai pas envie de me laisser monter sur les pieds et que je peux dire ce que j'ai envie de dire. C'est ça qui fait la publicité. Alors pourquoi il vient si tard, ce film Piaf et Cerdan, alors que les uns et les autres Parce que j'avais pas trouvé Piaf, j'avais pas trouvé Cerdan, j'avais pas trouvé le ton du film, j'avais pas trouvé les jointures, j'avais pas trouvé le doigt essentiel. Et si vous voulez, j'avais pas mis la chose essentielle pour moi, c'est les superstitions et la présence de Dieu dans l'histoire de Piaf et de Cerdan. Je veux dire que ces 2 êtres ont vécu vraiment en se disant tout le temps, on a un patron à qui on a des comptes à rendre. Et c'était ça la clé pour moi du scénario. Le jour où j'ai été convaincu, d'après toutes les documentations, d'après tous les témoignages, car j'ai rencontré tous ceux qui ont rencontré Cerdan, tous ceux qui ont rencontré Piaf, et la chose qui revient en leitmotiv, justement, ce sont ces superstitions, c'est le fait qu'ils ont vécu tous les deux avec un patron au-dessus d'eux, qu'ils appelaient tantôt Dieu ou tantôt autre chose. Et c'est cette notion de patron qui m'intéresse profondément. Et vous avez un patron, vous, à votre tour ? Vous avez été pris par le jeu ? Oui, mais moi j'ai toujours eu un patron.
Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours eu le... D'abord, je suis, si vous voulez, à la disposition de tout ce que je ne connais pas. Ouais. Donc, c'est vous dire le nombre de patrons que je peux avoir. Et c'est pour ça que je suis croyant. C'est parce que je ne sais pas grand-chose. Et que je connais mes sens et je sais qu'ils sont limités. Je sais que je ne vois pas très bien, je sais que j'entends pas très bien, que je ne sens pas très bien, que mon aura est limitée, que ma vue est limitée. Je sais qu'il y a des chiens qui sentent à 10 ou 20 kilomètres. Moi, je sais que j'ai du mal à sentir ce qui se passe déjà dans cette pièce. Donc, connaissant ma limite, je suis bien obligé de me référer à des choses qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus denses que moi. Je crois que le fait d'être croyant, c'est une forme d'intelligence. Claude Lelouch, tout à l'heure je parlais d'ambiguïté, et là elle est totale. Parce que vous avez dit, j'ai moins de passion, j'ai moins d'amour qu'autrefois pour le cinéma, et puis on vous entend parler, raconter Piaf et Cerdan. Et alors c'est le même enthousiasme que j'ai connu, moi, chez vous, il y a longtemps, c'est le même. Donc il y a la brisure, la blessure, elle est ailleurs. Oui, elle est non. peut-être dans une autre vie que vous n'avez pas eue parce que vous l'avez consacrée tout entière au cinéma et que quelque chose, en effet, est passé près de vous. Vous avez eu plein de rendez-vous manqués, mais c'était pas le cinéma. Peut-être. Non, mais j'aime bien la façon dont vous abordez ce problème-là. J'ai pas à le défendre. Quand je dis que j'ai moins d'enthousiasme pour le cinéma, Ouais. c'est tout à fait relatif. C'est-à-dire qu'il fut une époque où je ne pouvais pas rester une semaine sans tourner. Il fallait que j'entende le bruit de la caméra. Il fallait que je sois derrière ma caméra. Mais là, je peux maintenant rester 1 an ou 2 sans tourner. J'ai pas tourné depuis 2 ans, depuis la fin des uns et des autres. Je vis dans ce film que je prépare. Je vis dans la projection de tout ça. Mais j'ai plus cette boulimie de voir la pellicule défiler dans la caméra. Oui, mais dans toute votre œuvre, vous avez prouvé que la vie était une succession de rencontres. Oui. Et peut-être ce que vous avez montré au cinéma, vous ne l'avez pas eu dans la vie. Peut-être. Non, il est certain que je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je me faisais énormément d'illusions sur les autres. Voilà. Et maintenant, je m'en fais beaucoup moins. Voilà, si vous voulez. Donc, ma désillusion, elle se situe à ce niveau-là. Je sais trop maintenant que les gens ont un potentiel fantastique si vous leur promettez du pouvoir et si vous leur promettez de l'argent. Et qu'en dehors de ces 2 promesses-là, ils sont assez lents. Ils sont assez lents dans leur... Ils auraient même tendance à faire de la marche arrière. Mais je sais que si vous promettez du pouvoir aux gens et si vous leur promettez des sous, ils ont des enthousiasmes effrénés. Et je croyais avant que ces enthousiasmes pouvaient venir aussi pour... Bon, c'est pour ça que je privilégie complètement l'amour, parce que je sais que quand une femme est amoureuse, elle vient pour aucune de ces 2 raisons. C'est pour ça que je veux rester le cinéaste qui a approché l'amour, parce que je sais que là, j'ai quelque chose d'authentique, de vrai. Je sais que les tricheries, on les rencontre un peu moins quand même, dès qu'il y a le mot amour. Et alors, quand il y a le mot amitié, là, là, c'est un problème de slalom. C'est pour ça que j'aime l'amour, c'est pour ça que je vais me lancer à fond dans cette histoire d'amour, Piaf Cerdan, qui est encore une histoire d'amour, parce que je sais que je ne vais pas être confronté au mensonge et à la démagogie. Mais je voudrais savoir à quel moment vous avez mis le feu rouge, parce que vous avez mis le petit panneau attention. Sûrement, il y a eu un déclic, mais à un moment donné. Oui, mais alors là, je crois que c'est pas un déclic. Il y a eu tellement de Une litanie de confirmations. déclics. Une litanie de déclics. Je veux dire, il y a eu une telle... Bon, maintenant, je sais que... Mon père m'avait dit une phrase quand j'étais tout petit. Il m'a dit, tu verras, il faut toujours intéresser la partie. J'y avais pas vraiment prêté un peu... Et il a raison. Je veux dire que dès que j'intéresse la partie, je crée et je sollicite des enthousiasmes. Vous voyez, bon. Mais si j'intéresse pas la partie, il se passe rien du tout. Mais je vais même beaucoup plus loin. Si demain matin, je fais une partie de tennis avec quelqu'un et qu'on fait un petit enjeu, c'est pas le même match. Vous voyez, bon, et prenez les joueurs de tennis. C'est vrai qu'il faut toujours intéresser la partie. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Pour l'instant, je trouve ça plutôt mal. Parce que, Claude Lelouch, vous avez le public, et j'ai l'impression que ça ne vous suffit pas. Le public ? Oui, parce que les uns et les autres, vous n'avez pas véritablement à regretter quoi que ce fût. Bon, et ça ne vous suffit pas. Oh, ben, ça c'est bien, oh, tant mieux. Alors là, s'il fallait que je me contente de... Non, parce que, écoutez, alors... Non, alors là, je suis pas d'accord. Non, c'est bien. Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que jamais j'ai le sentiment d'avoir réussi un film. Si un jour, j'avais le sentiment d'avoir réussi un film, je m'arrête. Donc, j'espère n'avoir jamais ce sentiment-là. Mais si un jour, j'avais le sentiment d'avoir fait un film parfait, Oui. je m'arrête. Alors, que préférez-vous, Claude Lelouch? Un film comme Les uns et les autres, on parle de celui-là parce qu'il est encore Oui. à l'affiche, avec, mettons, 1 million de spectateurs, et pas tellement la critique, et un autre film, toujours de vous, pas un seul spectateur, mais alors toute la critique, un génie, Claude Lelouch. Non, ça, je refuse. J'hésite pas. Je garde les uns les autres. Je veux dire que ça, c'est même pas... Alors là, il n'y a aucune Ah démagogie bon, de ma parce part. que je me disais... Non, aucune, non, mais... Ah bon. Mais vous savez, J'ai eu peur un moment. les critiques, c'est comme le fumier.
il est utile, ils sont utiles, je veux dire. Et plus ils sentent mauvais, et plus ils sont bons. C'est très gentil ce que vous dites. Mais là. oui, bien sûr, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vous mettent dans une case et ils voient pas les progrès que vous pouvez faire. Moi, je dis pas que j'ai été bon toute ma vie. Je dis pas que je suis bon, mais j'ai le sentiment de progresser. J'ai le sentiment de faire des efforts, de m'améliorer. Ça, vous savez que depuis exactement maintenant 25 ans que je fais ce métier, je crois que j'ai pas vu une fois un article qui analyse un de mes films. Je crois que on ne sortira pas une analyse sur un de mes films. Si j'en ai vu quelques. Non, c'est pas des analyses. Non, c'est pas des analyses. C'est pas des analyses cinématographiques où on prend le film, on le décortique, on dit à tel endroit, il s'est passé, tel plan a été fait comme ci, comme ça, les personnages sur le... Non, aucune analyse. Je peux vous garantir que vous ne trouverez pas un article qui analyse un de mes films. Donc, mais, écoutez, très honnêtement, je ne peux pas vous dire maintenant, évidemment, sur les articles qui sont sortis depuis Le Voyou, puisque j'ai cessé de les lire. Mais d'après mon attachée de presse et la tête qu'elle fait lorsqu'elle ouvre un journal, je sais très très bien ce qu'il en est. Donc je sais très bien que j'ai pas des très très bons papiers. Vous êtes aussi très provoquant, Claude Lelouch. Vous dites les choses clairement, franchement, les yeux dans les yeux. Et puis, vous êtes provoquant par les succès que vous avez, par une manière désinvolte. Donc, peut-être vous le souhaitez malgré vous, tout cela. Ce monde, vous l'avez installé vous-même. Je le souhaite pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Je sais de quoi est fait le cinéma. Je sais pas si je fais un bon ou un mauvais cinéma, mais je connais le cinéma de l'intérieur. Puis lorsqu'on va au cinéma, chaque jour, c'est qu'on l'aime, ce cinéma. Hein, ah oui, non, ça, cinéma des autres. Non, mais ça, on peut pas me le reprocher. Je crois que personne me reproche. On peut me reprocher tout le reste. On me reproche d'ailleurs tout le reste, mais ça, on me reproche pas d'aimer quand même le cinéma. Quels sont les derniers films que vous avez vus? Les derniers films que j'ai vus, je suis allé voir. Je voulais voir La Chèvre. Alors? Eh bien, non. Depardieu, Pierre Richard. Je trouve que c'est un divertissement qui fonctionne parfaitement. Je veux dire, bon, j'ai vu La Guerre du Feu. Je trouve un film très beau film. J'aime beaucoup ce film. J'ai vu Ragtime, le film de Milos Forman, qui est, il faut le signaler au passage, le metteur en scène qui n'a pas raté un seul film dans toute sa vie. Et alors, rien qu'à ce titre-là, il est vraiment exceptionnel. Oui. Je crois que c'est le seul qui n'ait jamais raté un seul film. Il en fait des plus ou moins bons, mais il n'en a jamais fait un mauvais. Je veux dire, je ne me souviens pas une seule fois. Je crois que si je dois rentrer un jour de confiance dans une salle de cinéma, c'est sur un film de Forman. Je suis sûr, à peu près sûr de ne pas être déçu. Mais vous allez au cinéma avec quels yeux? Vous y allez comme un spectateur normal ou au contraire comme un metteur en scène qui va trouver la technique, découper le film? Non, j'y vais vraiment pour rire et pleurer. J'y vais pour rire et pleurer, de moins en moins pour me cultiver. Et si je ne ris pas et si je ne pleure pas, alors je regarde la technique. Je commence à décortiquer parce qu'il faut bien que je trouve un moyen pour pas m'ennuyer. Mais je commence à regarder, si vous voulez, le film sur le plan professionnel que si il ne me prend pas aux tripes, s'il me fait pas décoller. Mais au départ, j'ai envie d'être spectateur. J'ai envie d'oublier qu'il y a des caméras, des projecteurs, du maquillage, des artifices. J'ai envie de retrouver mes plaisirs de môme. C'est de plus en plus difficile. C'est comme pour cette fameuse sculpture dont on parlait tout à l'heure. C'est de plus en plus dur. Vous avez de la tendresse pour les acteurs que vous employez ? Ou au contraire, ils sont vos poupées, vos mannequins? Non, je les aime vraiment. Je les aime profondément, mais j'ai envie qu'ils me fassent plaisir. Vous savez, ils sont bons quand ils me font plaisir. Et c'est quand ils me font plaisir qu'ils sont très très bons. Or, on fait plaisir qu'à des gens qu'on aime. Alors, peut-être que je fais des efforts pour être aimé d'eux. Peut-être que c'est pas tout à fait clair, si on veut décortiquer. Mais comme il m'est très difficile de faire semblant d'aimer quelqu'un, je crois qu'au bout du compte, les relations que j'ai avec les comédiens sont assez claires. Mais c'est fou ce que vous avez besoin d'être aimé. Ah ben, qui n'a pas besoin? Vous, un peu plus que les autres, peut-être. Non, moi j'ai besoin d'amour, mais en même temps, parce que dans l'amour, je sais qu'il y a un moment de vérité. Je veux dire que c'est là que se trouve la vérité. Je veux dire, en dehors de l'amour, je trouve pas de vérité. Je ne trouve pas de vérité en dehors de l'amour. Si vous me trouvez un exemple de vérité en dehors de l'amour, je ne serais pas venu pour rien. L'amitié? C'est trouble. Pourquoi c'est trouble? Parce qu'il peut y avoir des intérêts, mais on peut trouver, effectivement, Mais la fraternité qui est plus forte que l'amitié? Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est le mot amour que vous développez. Je veux dire, ce sont des racines au mot amour. Je veux dire, on n'a pas trouvé autre chose. Je veux dire, l'amitié, qui se contente de moins d'amour que l'amour, peut effectivement avoir aussi des grands moments de vérité. Ou alors la franchise, pouvoir tout se dire? Ça, c'est plus de l'amour, là. Là, déjà, il y a un peu de méchanceté, là. Là, ça fait quand même plaisir. Des fois, moi, c'est vrai qu'il y a des gens à qui on aime bien faire de la peine, quoi.
Donc c'est comme ça passe par la franchise. Vous aimez bien faire de la peine aussi? Non, non, je vous ai dit tout à l'heure que je détestais faire de la Mais peine. oui, justement, j'avais bien entendu. Mais je sais qu'il y a des gens qui, sous couvercle de la franchise, se servent de la franchise pour faire de la peine aux autres. Mais enfin, Claude Lelouch, vous n'auriez pas pu exercer un autre métier? Parce que tout cela n'est pas venu par hasard. Si, Vous avez été piqué par le cinéma dès l'enfance. Oui, mais j'aurais pu être avocat. J'ai toujours eu une frustration. J'aurais aimé être avocat. C'est un métier qui m'aurait plu. Porter la bonne parole? Défendre les causes difficiles? Oui, j'aurais bien aimé me battre contre l'injustice. Je veux dire, l'injustice est une chose qui m'a toujours donné de l'électricité, du tonus. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me trouve en face d'une injustice, enfin, avoir le sentiment d'une injustice, c'est pour ça que je crois que j'aurais été un bon avocat. Mais vous pouvez être un bon avocat au cinéma, c'est-à-dire mettre en scène l'injustice? Oui, mais c'est ce que j'essaye de faire. Dans chaque film? Dans les uns et les autres, je crois qu'on en parle bien. Dans tous les films, non, je ne sais peut-être pas dans tous, mais enfin... Alors, les uns et les autres, c'est une portion de vie. Enfin, c'est 1937, je crois. Commence en 36 et ça finit en 80. 1980. Oui. Vous avez l'impression d'avoir été exact, vous n'avez rien oublié de tout ce temps-là, de ce siècle que vous avez regardé avec vos yeux. J'ai oublié des choses, forcément, mais en tous les cas, c'est la mémoire, c'est comme le reste, quoi. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et j'ai fait donc un film de mémoire. Voilà, comme la culture. J'ai fait donc un film de mémoire. J'ai fait un film de mémoire en essayant de parler dans ce film que des choses avec lesquelles je vis. C'est-à-dire qu'il y a ma mémoire, je crois que c'est mon seul et unique capital. Je crois qu'en fait, c'est notre seul et unique capital à tous, c'est notre mémoire. Et non pas notre livre de référence et notre agenda. C'est-à-dire que dès qu'on fait appel à une mémoire supplémentaire pour aider notre mémoire, ce n'est plus notre mémoire. Ce sont des points de repère. Et moi, j'ai fait donc ce film en faisant appel uniquement à ma mémoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai essayé de vérifier si c'était en 42 ou en 43 que c'était arrivé. J'ai pas essayé de faire un travail d'archiviste qui disait avec une façon précise, c'est tel jour et à telle heure. J'ai essayé de raconter ce film exactement comme moi, je me souviens des émotions que j'ai traversées depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait vraiment un film d'instinct, et uniquement un film d'instinct, avec toutes les erreurs que ça peut comporter. Mais je crois qu'il n'y a aucune histoire dans ce film que je raconte qui ne soit pas vraie. Il n'y a aucune histoire qui n'ait pas une source ou un flash au niveau de la mémorisation qui soit rentré dans ma tête. Claude Lelouch, s'il y avait traversé du désert, vous pensez que vous pourriez traverser le gué sur quelques pierres qui seraient quelques films? Ah oui. Et oui, et comment? Lesquels? Moi, il y a un film que j'aime particulièrement parce qu'il m'a complètement branché dans ce métier, c'est Quand passent les cigognes, le film de Mikhail Kalatozov. Ça reste pour moi peut-être le plus beau film du monde, parce que c'était la première fois que je voyais une caméra faire un tel travail. Je veux dire, le travail de la caméra dans ce film, c'est le travail d'un personnage. Et j'ai toujours pensé, en voyant ce film, que c'était comme ça que je voudrais faire bouger ma caméra. Donc, si vous voulez, c'est le film qui m'a le plus marqué. Quand passent les cigognes. Quand passent les cigognes. Mikhail Kalatozov, un fantastique metteur en scène russe. Alors évidemment, là aussi, le scénario peut être contesté, peut-être on peut dire que c'est un peu mélodramatique, mais c'est raconté d'une façon admirable. Et en plus, c'est un film qui a été entièrement fait avec un seul et unique objectif, ou presque, enfin une courte focale, ce qui fait que constamment ce film restitue la vision sur l'écran de celle que nous avons dans la vie, car nous avons des courtes focales. Je veux dire, je vous vois en courte focale en ce moment, je ne vois pas uniquement Chancel, je vois également tous les micros, la pièce, France Inter écrit sur les murs, je vois toute la pièce, alors que le cinéma fait un choix permanent, et Quand passent les cigognes est un des rares films qui a utilisé les courtes focales. Orson Welles aussi avait fait ça, mais je crois qu'il ne l'avait pas poussé aussi loin. Donc voilà un des films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Orson Welles, pour les mêmes raisons. Je crois que c'est un de ceux qui a le mieux utilisé la technique comme langage cinématographique. J'ai une passion pour Chaplin, parce que il a utilisé que les grands sentiments. Donc si vous et les gens d'aujourd'hui, les metteurs en scène d'aujourd'hui, vos confrères? Si vous voulez, les metteurs en scène d'aujourd'hui, il y en a de grands talents. Mais je pense que nous sommes tous, on pique un peu. Je veux dire, j'ai pas le sentiment qu'il y a aujourd'hui, mais on pique parce qu'on est venu au mauvais moment. Il est probable que si les metteurs en scène d'aujourd'hui, que j'estime et que j'aime bien, étaient venus plus tôt, ils auraient été aussi des créateurs, ils auraient inventé peut-être les choses dont je viens de vous parler. Il se trouve que maintenant, il faut qu'on invente autre chose, il faut qu'on invente une autre façon de raconter les histoires. Et puis, Claude Lelouch, dans votre vie aussi, il y a l'autre dimension, celle des affaires. C'est-à-dire que vous êtes devenu le producteur, vous avez installé un petit empire, c'est-à-dire des salles où vous pouvez montrer, où vous pouvez travailler, des endroits où l'on peut se rejoindre, où l'on peut se rencontrer, et peut-être aussi que là, vous êtes allé un peu trop loin, je ne sais pas.
Faut-il faire cela ou rester seulement réalisateur? Moi, j'ai toujours eu le sentiment que lorsqu'on souhaitait faire quelque chose, il fallait le faire à fond. Oui, Et ne pas s'inquiéter de ce que pouvaient penser les autres. C'est une question qui est intéressante parce que c'est un problème que je me pose aujourd'hui. Je veux dire qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je me pose vraiment la question de savoir si j'ai bien fait, effectivement, de faire d'autres choses que du cinéma. Bien que tout ce que j'ai entrepris était quand même plus ou moins rattaché au cinéma. Mais c'est vrai que les affaires est une chose, ça m'a toujours ennuyé. Toujours, toujours. Je ne sais pas si on va me croire ou si on va penser que je veux présenter une autre facette, mais j'ai fait des affaires. Je suis devenu producteur de mes films parce que personne ne voulait produire mes films. Mais il est probable que si j'avais trouvé dès mes premiers films des producteurs, je ne serais jamais devenu un homme d'affaires. Je suis devenu un homme d'affaires par la force des choses parce que c'était le sang. C'était l'oxygène, c'était la seule façon que j'avais de tourner. Bien. Donc j'ai décidé de passer par les affaires. J'ai décidé de passer par la chose essentielle pour faire ce métier. Et puis il se trouve que très vite on s'aperçoit que les affaires deviennent des automatismes. C'est l'enfer au départ quand on les apprend. Puis après, on s'aperçoit que c'est très simple. Donc, une fois que les automatismes étaient là, j'ai continué ces automatismes. Et je crois que je fais aujourd'hui des affaires par automatisme, mais pas par passion. On pourrait dire également, Claude Lelouch, que vous avez mille raisons de vous amuser. Si l'on en revient à un souvenir qui n'est pas tellement ancien, par exemple, la projection de Toute une vie, c'était à Cannes, je crois. Oui. À un certain moment, je me souviens qu'il y a eu, disons, des mouvements d'humeur. Et c'est au moment où quelqu'un disait Mao, c'est un mec qui aura un jour des problèmes comme Staline. Oui, exact. Et puis on pourrait s'amuser là-dessus sur les choses qui ont été dites et qui ont remué les foules. Et ces foules qui, 10 ans après, ont totalement oublié, oui. Ont cru qu'elle l'avait jamais dit ou qu'elle ne l'avait jamais pensé. Mais oui, Mao devait avoir des problèmes, il les a eus. C'est exact. D'ailleurs, c'était dans Toute une vie. C'est là que les sifflets ont commencé à Cannes, au moment où j'ai commencé. Ah oui, il y a eu même des sifflets. Oui. J'appelais ça des mouvements d'humeur. Oui, vous avez été très très aimable, mais disons que le film a été sifflé. Je crois qu'aussi, là, je détiens le record des sifflets de Cannes. C'est intéressant de détenir une série de records. Et je crois que c'est de la coquetterie, hein. Oui, non, mais là, jamais, je crois, un film n'a été sifflé comme ça à Cannes. Et c'est vrai que c'est parti au moment où je me suis permis de faire quelques critiques sur Mao et sur quelques communistes de l'époque. Bon. Et c'est vrai que si ce film était arrivé aujourd'hui, il serait même démodé, quoi. Vous êtes très engagé sur un plan politique? Non, pas du tout. Par rapport à vous-même, je ne dis pas par rapport à un parti ou à un syndicat. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'aime, si vous voulez, la France. Voilà. Ma politique à moi, c'est d'aimer la France. Et j'ai décidé que quelles que seraient les politiques appliquées dans ce pays, je m'y conformerai, tout simplement parce que je voudrais pas quitter ce pays. J'aime trop ce pays, donc quels que soient les régimes qu'il y aura dans ce pays, j'aiderai ces régimes, sans avoir l'air de retourner ma veste. Je les aiderai parce que j'ai envie de rester en France, parce que j'aime ce pays. Et vous ne voulez pas fuir? Je ne veux pas fuir ce pays, quoi qu'il arrive. J'y suis bien. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, donc j'ai des moyens de comparaison. Je sais que c'est un pays magnifique, un pays pour des créateurs. On ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit dans ce pays, sous quelque régime que ce soit l'ancien ou le nouveau régime. Et je sais que c'est un pays difficile, où les choses sont difficiles, mais où elles ne sont pas impossibles. Et je connais trop de pays où les choses sont impossibles. Et ces pays où les choses sont impossibles, je n'y mettrai pas les pieds. Alors payer les impôts, en définitive, c'est pas si grave que ça. Mais demain, peut-être ceux qui vous ont sifflé vous applaudiront. Et vous aurez les mêmes étonnements. Vous savez, si on faisait je crois que ceux qui m'ont sifflé, ils sont à peu près 150 ou 200. Oui, on ne parle que d'eux, d'ailleurs. Oui, et puis ceux qui m'ont applaudi sont aujourd'hui des millions. Ouais. Alors, je sais pas, vous croyez vraiment que l'intelligentsia a tant d'importance que ça? C'est tellement souvent... Ah, c'est vous qui avez prononcé le mot. Non, c'est vous. Non, ah bon depuis tout à l'heure, vous n'osez pas le prononcer, mais... Intelligentsia, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus bête que les autres. C'est exact, c'est encore ce minimum de culture. Voilà. Vous êtes parfois très dur aussi, quand même, hein. Peut-être dur contre vous-même. Ah oui. Moi, je vous connais assez pour pouvoir le dire. Non, je suis dur avec moi-même, surtout. Oui. Ouais. Ah oui, non. On peut tracer sa voie avec tout ça? Oui, non. Non, mais vous savez que je m'amuse beaucoup. Hein. Oui, vous amusez beaucoup parce que vous avez une réussite insolente, parce que vous avez une indépendance orgueilleuse et parce que vous avez en fait la liberté. Ouais. Oui, et que je suis vous avez les moyens de l'avoir. Et que je suis dans un merveilleux pays. Ça, c'est important. C'est capital. On ne se rend pas compte à quel point... Et vous trouvez nécessaire de le répéter, d'ailleurs. Et je trouve nécessaire de le répéter, quelles que soient les orientations que peut prendre ce pays. Alors, il y a le réalisateur, il y a le film, mais il y a aussi les acteurs. Vous pensez, Claude Lelouch, qu'il y a aujourd'hui une nouvelle race d'acteurs? Il vous arrive, par exemple, d'aller au café-théâtre pour essayer de deviner un comédien en herbe, quelqu'un qui pourrait vraiment aller un peu plus loin que ce qu'il fait? Je ne pense pas qu'il n'y a pas une nouvelle race d'acteurs.
il y a des acteurs... Une nouvelle manière de jouer, peut-être. Voilà, il y a des acteurs qui s'adaptent à l'époque dans laquelle ils sont. Et c'est vrai que les acteurs inconsciemment, si vous voulez, qui sont tout sauf bêtes et qui sont surtout très très observateurs, puisqu'ils ont un sens absolument incroyable du mimétisme, ils se sont aperçus que ce qui était être aujourd'hui un bon acteur, c'était peut-être l'opposé de ce qui était être un bon acteur il y a 30 ou 40 ans. Ils ont tous très très bien compris que ce qui intéressait maintenant le spectateur, c'était plus ce que disaient les gens, mais surtout ce qu'ils pensaient. Et de plus en plus, il faut qu'on sente exactement ce que ressent et ce que pense un acteur. Aujourd'hui, les grands acteurs de notre époque sont des gens qui en font très très peu. Prenez De Niro, je crois, qui est aujourd'hui un des meilleurs acteurs du monde. C'est un homme qui ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Mais en même temps, il fait des tas de choses dans sa tête. On sent très bien au moment où on le filme que son cerveau n'est pas vide. On sent qu'il se passe des choses dans son cerveau et qu'il vit le film dans sa tête et dans ses yeux et non plus dans ses bras et non plus dans ses jambes. Avant, on se servait de l'aspect extérieur du corps alors que maintenant, on se sert de l'aspect intérieur. C'est pour ça qu'un acteur qui n'est pas investi par ce qu'il fait aujourd'hui ne peut plus faire ce métier. Alors qu'avant, on pouvait très bien faire ce métier sans être investi. Et parce que aujourd'hui la caméra commence à filmer ce qui se passe à l'intérieur des acteurs, ça a modifié complètement le jeu des acteurs. Je vous rappelais sans doute ce très beau film, enfin moi je l'ai trouvé très beau, Mort à Venise, et Visconti avait donné de nouvelles couleurs et un nouvel essor, un nouvel élan à l'adagietto de la 5e de Mahler. Et vous, avec les uns et les autres, vous voilà bondissant du côté de Ravel avec le boléro. Alors je voudrais savoir comment réagit les gens de musique, les critiques musicaux et tous ceux qui pensent que la musique a été cadrée une fois pour toutes dans ses limites. Bah, écoutez, là, de ce côté-là, je crois que d'abord que le public a redécouvert le boléro de Ravel, ce qui est incroyable. Il y avait la très belle chorégraphie déjà de Béjart. Bon, il y avait déjà la très belle chorégraphie de Béjart. Mais si vous voulez, je crois que les critiques peuvent pas dire grand-chose, en ce sens que c'est pour la première fois, on a joué le boléro sur le tempo qu'avait souhaité Ravel. Car Ravel avait souhaité un tempo très 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 précis, et jusqu'à maintenant, tous les grands orchestres du monde qui jouaient le boléro de Ravel le jouaient un peu plus rapidement, ils l'avaient accéléré pour justement le rendre plus commercial. Et avec Michel Legrand, on a décidé d'enregistrer le boléro sur le tempo souhaité par Ravel. Bien. Alors bon, les critiques, je les ai pas lues une fois de plus, puisqu'il n'y a aucune raison que je lise aussi les critiques musicales. Mais je crois que de ce côté-là, c'est un immense succès. Je veux dire, là, vous aimiez la musique ? Ah oui. Vous vivez avec la musique ? Ah, j'adore la musique et j'aime particulièrement le boléro de Ravel, que je considère être la plus belle musique au monde. Peut-on dire, Claude Lelouch, que dans votre aventure cinématographique, vous avez surtout imposé 3 thèmes qui seraient la vie, l'amour, la mort ? Oui, ça me plaît assez. Ça me plaît assez. Je crois que c'est parce que ce sont des moments de vérité. C'est encore une fois, je suis complètement attaché, traumatisé par la vérité. Si vous voulez, voyez, on est en train de faire une émission de questions-réponses. Bon, j'écoute souvent votre émission, et la chose qui me gêne le plus, c'est quand je sens que ceux qui vous répondent sont en train de trafiquer leurs réponses. Vous savez, on peut trafiquer 5 minutes, pas plus. Si, on peut trafiquer, non, mais je crois qu'on donne souvent une image de soi comme ça. Je souffre énormément dans le monde actuel de la démagogie, qu'elle soit à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me trouve en présence de la vérité, que j'ai un besoin fou de filmer la vérité. Et que j'aime cette chose-là. Je sais pas, je crois que c'est le plus beau mot que je connaisse aujourd'hui. C'est simple, il suffit de dire. Oui. Mais alors, ce qui m'étonne un peu, et cela manque peut-être à ce que vous avez fait, c'est que vous n'êtes jamais entré dans le merveilleux. C'est dans l'autre monde. Dans ce qui n'est pas la réalité, qui est plus encore peut-être la réalité. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Alors pourquoi ? Mais je sais pas. Parce que vous y seriez tout à fait à votre aise. Non, mais attendez, je suis pas prêt. Vous êtes trop jeune. Peut-être, non, encore une fois, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'apprendre des choses. Vous savez, je fonce, mais je suis très très lent. Je suis très très lent. Je fais le parcours complet. Je désespère pas de faire peut-être un jour et de rentrer dans le merveilleux. Je désespère pas. Au contraire, ça me plairait bien. J'y viens d'ailleurs. Où mettez-vous l'Amérique dans votre parcours ? Ah, pour moi, c'est important, l'Amérique. C'est très important parce que elle est arrivée dans ma vie au moment précis où nous étions occupés. Elle m'a rendu mon père, puisque au moment de la libération, c'est les Américains qui mon père est arrivé habillé en Américain. Pour moi, ça n'avait pas de prix. Je l'avais pas vu depuis 4 ans. Pour moi, il symbolise la liberté. Je veux dire que c'est un pays qui a toujours symbolisé la liberté. Et puisque je vous disais tout à l'heure que je ne quitterai jamais la France, mais si demain matin on me mettait à la porte de la France, je demanderais à aller en Amérique. Voilà. Mais il faudrait qu'on me mette à la porte. C'est pour moi. Ce serait une autre vie. Ça serait une autre vie, mais je suis armé pour vivre aux États-Unis.
Alors on pose souvent la question, on l'a posée, avec qui voulez-vous lutter? Je serais tenté de vous demander avec qui voulez-vous tourner? Parce que vous avez aussi la chance de pouvoir faire vos choix, pouvoir préciser vos intentions. Et ça, c'est un bonheur que de pouvoir dire, je veux faire ceci, j'engagerai un tel et je me financerai. Moi, je veux tourner avec tous les bons acteurs. Je veux dire que je n'ai pas de... Si vous voulez, j'ai plutôt une préférence pour tourner avec tous les acteurs spontanés qu'avec les acteurs qui travailleraient un peu plus que d'autres. Voilà, dans la façon de jouer, j'aime encore une fois plus la spontanéité que le travail. Donc, si vous voulez, je préfère travailler avec des acteurs spontanés qu'avec des acteurs qui travaillent plus que d'autres. Voilà. Vous auriez pu être un bon boxeur, un bon tennisman, c'est-à-dire un bon sportif, parce que vous êtes passionné par le sport et vous avez toujours été en lisière. C'est-à-dire plus scrutateur, enfin observateur. J'aurais été un bon sportif dans la mesure où j'accepte la défaite. J'aurais été un bon joueur. Vous n'acceptez pas la défaite? Non, j'accepte la défaite. Ah bon? Je sais perdre. Je suis un très bon perdant. Et je crois qu'on ne peut pas être un gagnant si on n'est pas un très bon perdant. Ça m'étonne. Ça m'étonne ce que vous me dites. Ah non. Je suis un bon perdant, je n'y crois pas. Ah si, à chaque fois que j'ai perdu, que j'avais la démonstration que j'avais perdu, j'ai pas cherché d'excuses. Jamais. Que ce soit pour mes films ou pour autre chose. Mais ça, c'est une qualité que je me reconnais, c'est d'être un bon perdant. C'est-à-dire, vous savez vous critiquer, vous savez faire le point sur vous-même. Oui, puis j'ai aussi le sentiment souvent qu'on n'a que ce qu'on mérite, parce que j'ai très souvent accepté mes défaites en leur trouvant des raisons profondes, de la même façon qu'on trouve des raisons à des victoires. Mais enfin, j'ai les victoires, là, tout est simple. Mais j'ai ce sentiment-là. Non, je suis un bon perdant. Je suis un bon perdant. Claude Lelouch, lorsqu'on a 45 ans, on fait un plan de vie. Bon, là, vous m'avez dit, j'ai Piaf et Cerdan, c'est la prochaine expérience et le prochain acte d'amour. Mais on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire on peut dessiner tout un parcours cinématographique ou tout un autre parcours, c'est-à-dire également pouvoir se dire, dans 3 ans, j'arrête tout cela et peut-être je vais m'occuper un peu de moi-même. D'ailleurs, je m'occupe de moi-même. Et de l'autre. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de moi-même et de ma famille tous les jours. Je fais l'effort, je dis bien je fais l'effort parce que si je me laissais manger par mon travail, j'aurais pas le temps de les voir, mais je fais l'effort de les voir, je fais l'effort de les aimer. Non pas de les aimer, j'espère. De trouver du temps pour les aimer, c'est surtout ça, c'est un problème de temps. Non, si vous voulez, je me suis fixé deux, trois films comme ça qui sont des points de repère. J'ai en préparation pour je ne sais pas quand un film sur la réincarnation, qui est un sujet qui me plaît bougrement. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Je m'étais fixé un jour de faire Cerdan Piaf. Ça y est, je le fais. Et derrière ça, j'ai rien. J'ai pas de projet. Je veux dire, derrière ces 2 projets, j'en ai pas. Mais ça va peut-être venir incessamment. Il est probable que quand j'aurai fait ces 2 films, il y en aura d'autres qui vont naître. Mais si aujourd'hui je devais planifier, je m'arrêterais à ces 2 films. Bon, vous savez très bien ce que vous allez faire avec Cerdan et Piaf. Bon, les personnages sont déjà trouvés. C'est donc... Patrick Devers et Evelyn Wick. Et il y a cette voix. Et alors là, je suis un peu étonné, parce que pour ceux qui aiment Piaf, il y a cette voix que personne vraiment n'égalera jamais. Parce que d'abord, une voix est à quelqu'un. Et je me demande qui vous allez trouver. Quelle voix? Alors vous me dites, j'ai 3 voix. J'ai 3 voix actuellement qui peuvent... 3 voix connues ou... Non. J'ai 3 voix qui sont exactement la voix de Piaf. C'est-à-dire que lorsqu'on les aura fait travailler, lorsqu'on aura utilisé les techniques d'aujourd'hui, lorsqu'on aura utilisé les possibilités que Piaf n'a pas connues, lorsqu'on aura... mis en route toute la machine, étant donné qu'ils n'auront pas besoin d'être sur une scène. Ce qui faisait la beauté de Piaf, c'est qu'elle était une synthèse vivante entre une voix absolument sublime, une interprétation sublime, une démarche sublime, des interviews qu'elle donnait à droite à gauche, un mode de vie. Je veux dire, une vie totale. Une vie totale. Bon, mais si on fait uniquement le bilan de sa voix en soi, je veux dire que la voix, on peut la trouver. On peut trouver des voix. Ce qui est important, c'est comment vous investissez cette voix et comment vous la véhiculez par la suite. Or, le cinéma, c'est mon métier à moi de réussir la synthèse de Piaf à partir d'éléments disparates qui font que tous ces éléments disparates, en s'additionnant, vont faire une nouvelle Piaf. C'est-à-dire que je vais prendre des éléments à Evelyn Wick, je vais prendre des éléments à une voix, je vais prendre des éléments à la technique, je prends des éléments à tous ceux qui l'ont connu, et je vais rassembler tous ces éléments, et je vais créer une Piaf qui est complètement artificielle, qui est faite et qui va vous faire rêver sur un écran. Mais c'est vrai que je ne peux pas retrouver demain matin une Piaf telle qu'elle était à 100%. Mais la technique, je ne crois pas qu'on pourrait faire la vie de Piaf au théâtre, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Mais au cinéma, c'est tout à fait possible. Claude Lelouch, êtes-vous de ces gens du cinéma qui se méfient encore et terriblement de la télévision? Jamais, moi, je m'en suis méfié. Je dis aujourd'hui. Oui, non, moi, vous avez prouvé pour le contraire, mais aujourd'hui. J'ai toujours été un défenseur du mariage cinéma-télévision. J'ai toujours expliqué que la télévision avait plus à nous donner qu'à nous prendre. Et ça se confirme de plus en plus pour des raisons qui sont facilement analysables. En ce moment, on s'étonne de voir que le cinéma reprend de la vigueur. On trouve des raisons. Moi, j'en ai eu une bonne.
Et je crois que le cinéma et la télévision sont faits vraiment pour vivre. C'est le couple idéal. C'est le couple idéal et je vois pas qui pourrait remplacer la télévision dans la vie du cinéma et le cinéma dans la vie de la télévision. Il faut absolument maintenant qu'on vive en harmonie, qu'on fasse de plus en plus de coproductions. Et par exemple, pour les uns et les autres, je suis très très heureux d'avoir pouvoir faire 6 heures de télévision pour expliquer ce film. Oui, pour TF1. Et vous l'aviez pensé comme cela, Dès le c'est-à-dire départ. d'abord un film qui va au cinéma, et ensuite un film qui devient un feuilleton, mais différent. Absolument, parce que Différent à la je télévision. ne pouvais pas développer dans une salle des sentiments que je peux développer à la télévision, tout simplement pour des raisons de temps. Merci Claude Lelouch.